Bonjour à tous. Donc, ça y est, on est en direct. Alors, salut pour ceux qui nous regardent via LinkedIn et bonjour à tous ceux qui sont venus nous voir ici. On est dans notre corner éphémère, Label Emmaüs, au Carrousel du Louvre. C'est un peu une dépendaison de Crémaillère parce qu'on va quitter cet endroit à la fin du mois. Donc, Label Emmaüs, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour la sortie de notre rapport Impact. Label Emmaüs, qui est une coopérative et une entreprise d'insertion membre d'Emmaüs France. Et donc, pour la présentation de ce rapport Impact, je vais de nouveau saluer mes invités. Léo, directeur marketing de la NEF, Angelina, directrice de la Fondation Accenture, Caroline, directrice du mouvement Impact France, et Yannick, cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Merci beaucoup d'être avec nous et je vais leur donner la parole juste après pour qu'ils nous en disent beaucoup plus sur ce qu'ils font et sur les critères de l'engagement qu'ils se donnent et qu'ils imaginent qu'on pourrait se donner aussi dans le monde de l'entreprise pour avoir plus d'impact social et environnemental. Et pour introduire un petit peu le sujet, je vais vous présenter notre impact qu'on a évalué à Label. Donc pour l'histoire, Label, c'est l'évaluation, c'est vraiment au cœur de notre projet depuis le début. C'est assez rare, je pense. Et c'était plutôt une demande interne, bizarrement. C'était pas forcément l'externe, ni un cadre légal, ni des pouvoirs publics, ou ni même les consommateurs, je pense, parce que c'est vrai que Emmaüs a un peu une image positive de fait. Naturellement, on fait confiance à Emmaüs. Mais Emmaüs ne se fait pas toujours confiance lui-même. Et donc, c'est vrai qu'en interne, la naissance de ce projet, ça a bousculé pas mal parce que on fait de la vente en ligne. On propose la vente des dons que les particuliers font à Emmaüs sur une marketplace solidaire. Et ça a pas mal bousculé en interne. Et on a eu beaucoup de peur sur le fait de peut-être détruire l'activité traditionnelle d'Emmaüs, en fait. Peut-être même faire fermer les espaces de vente Emmaüs à cause du digital, ou même peut-être faire un travail aux compagnons qui respectent pas leurs compétences, leur savoir-faire, leur envie, leur projet professionnel, etc. Donc, beaucoup de peur quand même sur l'aspect social, mais surtout des peurs sur la cannibalisation possible de la vente en ligne par rapport aux boutiques physiques. Donc, dès le début, dès l'année 2017, on est né en 2016, on a fait une première évaluation avec le cabinet Kimso, qui est un cabinet en évaluation d'impact. Et grâce à eux, on a fait une batterie de 50 indicateurs quand même. Donc, on était quand même bien armés. Et ce qui était super intéressant, c'est que ces indicateurs, on les a construits avec vraiment les parties prenantes. Donc, avec des compagnons, avec des bénévoles, des salariés, du terrain comme du siège. Et donc, on a réussi, je pense, à faire des indicateurs assez adaptés en fait à notre réalité. Et on a vérifié pas mal de choses autour de la conduite du changement. Notamment, est-ce que le projet était bien approprié par les acteurs localement, donc avec des questionnaires aux responsables de structure, aux compagnons, à ceux qui utilisaient les outils de vente en ligne au quotidien. Évidemment, on a vérifié l'épanouissement, la satisfaction des opérateurs sur le terrain. Et puis, finalement, ces indicateurs, ils étaient tellement bons et ils ont fait que s'améliorer avec le temps qu'on les a même abandonnés en fait cette année. Ils sont même plus dans notre rapport. Enfin, on continue à les avoir, mais je veux dire, on les a même pas affichés dans le rapport parce qu'on est à 95% de satisfaction des personnes sur le terrain qui font cette activité au quotidien. On est aussi super élevé sur les responsables qui disent que voilà, aujourd'hui, le projet il est vraiment intégré par le collectif, etc. Donc voilà, ça déjà, on est rassuré. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est vraiment beaucoup plus précisément, après 6 ans d'existence, est-ce que vraiment on arrive à insérer professionnellement des personnes? Est-ce qu'on y arrive peut-être mieux qu'une activité traditionnelle? Est-ce qu'on arrive à amener des gens à décrocher vraiment des diplômes reconnus dans le monde du numérique, de la logistique, du e-commerce? Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans le rapport. Alors, quelques chiffres. On a formé 1700 personnes depuis 6 ans au métier de la vente en ligne à travers l'activité, notre école, nos 2 entrepôts logistiques. Et il y a plus de 1000 personnes qui ont vraiment un profil éloigné de l'emploi. Minima sociaux, travailleurs handicapés, statut réfugié, voilà, vraiment un public qui est le public qu'on accueille en parcours d'insertion. Et on est à 70%
Ça dépend des années, mais là, on va dire en moyenne, sur 6 ans, on est à 70% de sorties positives, donc de personnes vraiment à la fin du parcours qui trouvent un boulot, qui continuent vers une formation qualifiante, certifiante. Ce que demandent les pouvoirs publics, c'est d'être à 60%. Hein, c'est le minimum qui est demandé. 70%, c'est un beau taux. Pour ceux qui connaissent l'insertion par l'activité économique, c'est un beau taux et on en est très fiers parce que il y a beaucoup de gens au lancement de label qui nous ont dit que les compagnons, ils ne seraient jamais capables de faire ce métier. Donc, non seulement ils en sont capables, mais ils le font super bien. Et une chose qu'on évalue aussi, c'est la satisfaction des clients. Donc, c'est une bonne chose d'insérer les gens, mais si jamais voilà, on avait des clients qui n'étaient pas satisfaits du service rendu, bon, bah, ça ne serait pas vraiment un pari réussi. Là, pareil, depuis le début, on a un outil d'évaluation qui est externe, qui s'appelle Wizbill. Et en fait, un client, quand il passe une commande, il reçoit un questionnaire comme n'importe quel achat. Sauf que chez nous, ils sont quand même 30% de clients à remplir ce questionnaire. C'est quand même assez énorme. Et sur ces 30%, on est à 9,1 sur 10 qui nous recommandent à leur entourage. C'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, pour ceux qui connaissent un peu ce langage, le NPS. C'est super élevé, 9,1 sur 10. Donc, ça montre qu'ils font vraiment très, très bien les différentes étapes de vente en ligne. Parce qu'en fait, les compagnons, il faut quand même se rendre compte, hein, ils font tout. Hein, ils sélectionnent les produits, ils prennent les photos, ils font du shooting, de la prise de vue. C'est pas évident. Parfois, ils détournent, ils retouchent les images. Après, ils vont dans un back-office informatique décrire tous ces objets. Ils vont aussi trouver les bons textes qui vont bien référencer ces affiches, enfin ces annonces sur le site. Il faut être super actif, répondre aux commandes très vite. Il y a du SAV, il y a du conditionnement de colis. C'est quand même beaucoup de compétences nouvelles dans un monde emmaüsien qui voilà, n'avait pas du tout ces activités auparavant. Pour notre centre de formation aussi, on est vraiment content parce que là, la dernière promo, ils ont quand même été 86% à décrocher la certification. Donc, c'est environ 70% des gens qui arrivent en formation qui n'ont pas le bac ou tout juste le bac. Et ils sont 86% à décrocher une équivalence bac plus 3. C'est un diplôme reconnu au RNCP qui est concepteur, designer UI, pour être précise. Donc, c'est aussi un sacré challenge, quoi. Franchement, en 6 mois, réussir à décrocher un diplôme comme ça, c'est super. Voilà, donc ça, c'est pour l'impact social, c'est notre ADN, c'est vraiment ce on évalue depuis le début et qu'on a évalué parce qu'en interne, il y avait des doutes sur ce qu'on a été capable de faire pour les personnes accueillies chez Emmaüs. Et finalement, grâce à cette pression interne, désormais, on a des indicateurs pour l'externe qui existent finalement peu. Parce que c'est vrai que l'impact social se mesure peu. Et on en parle aussi assez peu par rapport à l'impact environnemental ces derniers temps. On connaît les indicateurs classiques de l'insertion par l'activité économique, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose quand même qui existe. Donc, nous, on va s'en servir de plus en plus pour porter ce message de l'impact social. Deuxième phase, l'impact écologique. Ça, c'est moins notre ADN. Bizarrement, Emmaüs fait de l'écologie depuis 80 ans sans en avoir vraiment conscience. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est très différent quand même depuis quelques années. Je pense qu'on est quand même un acteur de poids. C'est 300 000 tonnes de produits collectés, hein, le mouvement Emmaüs par an. Donc, c'est gigantesque. Donc, là aussi, on n'avait pas forcément... en tant qu'Emmaüs, senti le besoin de faire une évaluation. Mais en revanche, on a été extrêmement challengés en interne de nouveau sur le côté e-commerce. Parce que c'est vrai que faire du social, c'est bien, mais bon, faire du social en faisant du e-commerce, c'est peut-être beaucoup moins bien. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le e-commerce. C'est pas que des idées reçues, parce que bien sûr que... Il y a des pratiques qui sont absolument aberrantes. Le taux de retour moyen, c'est 25% hein, dans le e-commerce. Donc, c'est un colis sur 4 qui est retourné. Il y a en Allemagne, c'est extrêmement démocratisé, par exemple. Donc, c'est pas loin d'être 60, 70%, 80% parfois, notamment dans les vêtements et les chaussures. Donc, une des pratiques, c'est de commander plusieurs tailles, d'essayer chez soi et de renvoyer le reste.
Donc, c'est un désastre écologique sans nom. Nous, notre taux de retour, il est de 3%, par exemple. Enfin, il est moins de 4%, en tout cas, ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que on ne fait pas un retour gratuit, tout simplement. Donc, on assume que si on n'est pas content de son produit, les frais de port de retour vont être payants. Bien sûr qu'on va rembourser le client, mais il faudra qu'il paye les frais de port. Et rien que ça dissuade beaucoup, évidemment. Mais nous, ça nous enlève des clients, on le sait. Voilà, c'est un choix fort qu'on a fait, comme par exemple de travailler avec des transporteurs qui sont les plus écologiques possibles, mais aussi les plus chers. Donc, on rogne sur notre marge pour ça. Mais on est allé aussi plus loin que choisir des prestataires ou avoir des pratiques spécifiques. On a vraiment fait un bilan carbone. C'est Laure qui est là, qui a réalisé tout le rapport d'ailleurs et qui a été la première, arrivée en 2019 en stage pour réaliser ce bilan carbone, qui a fait tourner tout un tas de matrices. Voilà. Et à l'époque, on a évalué, on a fait une comparaison entre notre activité en ligne par rapport à notre activité physique, enfin à la même activité, pardon, en physique. Et les résultats étaient impressionnants en fait. Si on comparait notre entrepôt logistique qui vendait des livres en ligne, et si on avait le même nombre de livres de la même typologie vendus par un magasin physique, ça aurait été 7 fois plus impactant en termes d'émissions carbone. Nous-mêmes, on a été extrêmement surpris par ce résultat. Alors même si on l'a fait peut-être à notre façon et que voilà, et si c'était fait par l'externe, ça serait peut-être un peu différent. Disons de 1 à 7, il y a de la marge. Et voilà, et ça s'explique parce qu'on livre en point relais, on mutualise les livraisons, parce que du coup, il y a moins de chauffage que dans une boutique physique, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de véhicule individuel, bref, il y a tout un tas de choses qui l'expliquent. Mais comme quoi, l'évaluation, ça peut permettre ça aussi. Nous-mêmes, on a été surpris du résultat. Et là, dans le rapport, vous verrez, il y a l'évaluation qui a été faite par Laure, c'est plutôt de nous comparer au neuf pour voir les émissions évitées. Bon, là, c'est pareil, c'est assez clair. Il y a aussi les emballages. Donc, on a quand même 80% de nos vendeurs sur le site qui utilisent que des emballages récupérés. Donc, ça, c'est un choix marketing quand même assez courageux. Parce que plus d'une fois, il y a des clients qui nous ont envoyé un colis en nous disant vous vous êtes trompé en fait, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Si, c'est juste qu'on a utilisé l'emballage qui traînait et voilà. Donc l'emballage n'a absolument rien à voir avec le produit qui est à l'intérieur et ça crée des histoires assez drôles au SAV parfois. Voilà, je vais m'arrêter là et c'était pour vous donner des exemples un peu précis de ce qu'on fait parce que c'est vrai que quand on parle d'impact, quelquefois c'est un peu conceptuel quand même. On est tout le temps en train de parler d'évaluation, on sait qu'il faut mettre en place des indicateurs, on parle d'extra comptable, etc., etc. Mais je trouve que ça manque un peu de concret tout de même, souvent. Et c'est ce qu'on avait envie aussi de discuter avec les personnes qui sont là pour vous en dire plus, parce que vous étiez aussi d'accord les uns et les autres sur le besoin un peu de donner du concret, et vous m'avez donné plein d'exemples très concrets quand on a discuté. Donc on va passer à cette phase-là, si vous le voulez bien. Et puis de toute façon, on aura 15-20 minutes après de questions. Si vous avez des questions sur le rapport aussi de label, on y reviendra avec plaisir. Léo, du coup, pour la nef, on commence par toi. La nef et Label Emmaüs sont deux coopératives qui sont membres des licornes avec 2 O, une alliance de 9 coopératives. Et déjà, tu vas nous dire un petit peu plus qui est la nef et ce qu'elle fait. Et aussi, vous êtes en train de mener toute une évaluation. Et ce serait intéressant, vous menez plein de choses en fait, il y a une levée de fonds qui est énorme aussi en ce moment, plus cette évaluation, donc si tu peux nous en dire un peu plus. Bien sûr. Et puis tu réagis si tu veux sur notre rapport, sur les choses qui t'ont... Oui, peut-être dézoomer un petit peu, parce que c'est vrai que la mesure de l'impact quand on parle d'une entreprise financière, de la banque, c'est parfois un peu plus difficile de se représenter ce que ça peut signifier. Nous, on ne va pas forcément analyser directement nos activités. On va le faire, mais ça reste quand même assez secondaire, nos activités du quotidien, ce qu'on va produire, puisque ça reste quand même assez immatériel. Et ce qu'on va beaucoup regarder, c'est l'impact des investissements qu'on va réaliser. Donc finalement,
l'impact, qu'il soit carbone ou autre, c'est plutôt l'impact des entreprises qu'on va soutenir. Il y a une petite particularité effectivement par rapport à d'autres secteurs d'activité. Pour décrire la nef, peut-être en quelques mots, on ne le sait pas forcément toujours, mais lorsqu'on laisse, mettons, 10 000 euros sur un compte épargne, quel qu'il soit d'ailleurs, un livret, un PEA dans une des grandes banques françaises, on va prendre la moyenne, eh bien on émet, je parle des émissions carbone, même si ce n'est pas le seul indicateur, environ 4,8 tonnes de CO2 sur une année. Donc ça reste colossal et ça signifie que si on ne prend pas garde, tous les efforts qu'on peut faire toute l'année au quotidien pour essayer de changer nos modes de transport, notre alimentation, voilà, moins prendre la voiture, eh bien, ils peuvent être en quelque sorte annulés par cet effet-là, par le fait de ne pas avoir fait attention, entre guillemets, ou en tout cas de ne pas avoir compris que notre argent à la banque ne dort pas. Il est bien entendu employé par les établissements bancaires pour pouvoir financer un certain nombre de structures. Parce qu'en plus, 4 tonnes, tu dis 4 tonnes 8, c'est quand même plus que la moyenne, c'est ça, hein, que de ce qu'on émet au total sur l'année, il me semble. Ça, c'est pour le milieu France, du tableau des établissements bancaires, ça peut monter jusqu'à 6 ou 8 tonnes pour les plus. Pour donner un référentiel, c'est. Pour ceux qui ont le plus d'impact. Bon, c'est pas pour flinguer l'ambiance, mais je pense que c'est important d'avoir en tête ça. Il n'y a pas que l'impact carbone. De la même manière, on peut tous faire dans notre quotidien des choix d'écarter un certain nombre d'entreprises de notre consommation courante parce que obsolescence programmée, parce que fast fashion, parce que ça répond pas à un certain nombre d'enjeux socio-écologiques. Eh bien, on peut se retrouver à non seulement être engagé avec ces mêmes entreprises, mais carrément les financer avec son épargne. Donc, c'est quelque chose qui est assez problématique, que les gens sont en train de percevoir progressivement. J'ai conscience, on est nombreux dans ce domaine-là à avoir conscience que c'est pas simple parce que ça reste indirect. On sait qu'on a un impact carbone quand on achète un produit parce qu'on est directement en lien avec ce produit-là. Là, on a du dépôt de l'argent à la banque qui s'en sert, qui va financer d'autres entreprises. C'est difficile de se représenter que cet argent-là va avoir un impact. Et le but de la nef, c'est en quelque sorte répondre à ces enjeux-là, à la fois les enjeux de trouver des entreprises et de sélectionner les entreprises par rapport à leur impact écologique, social. Donc, on va avoir tout un tas de critères qui vont nous permettre de choisir des entreprises avant tout sur des critères extra-financiers. Bien sûr, il faut qu'elles soient capables de rembourser leur crédit. On reste quand même un établissement financier qui fonctionne autour de cette activité de prêt. Mais également la transparence. Ça, c'est très important. C'est de pouvoir donner les clés aux épargnants pour qu'ils sachent de manière très précise à quoi a servi l'argent. Et on a parfois des débats. Nous, on publie la liste complète de l'ensemble de nos prêts chaque année depuis la création. Et on a des sociétaires, des épargnants qui nous disent celui-là, je ne l'aurais pas mis, je ne l'aurais pas financé parce que c'est, je ne sais pas, de l'agrovoltaïque et je ne suis pas très content de ce type d'activité. Enfin, ça peut susciter des débats où vous avez financé un éleveur, ok, il est en bio, mais bon, l'élevage, quand même, l'alimentation animale, on devrait peut-être s'en passer. Ça permet vraiment de redonner les clés, redonner de la responsabilité aux épargnants et qu'on puisse avoir ce type d'échange. Et c'est ce à quoi, effectivement, la NAF essaie de répondre par son projet. Et le dernier point, tu as parlé des licornes juste avant, et ça, c'est un point qui me tient à cœur. Alors, ce n'est pas forcément lié vraiment à la question de l'impact, mais je trouve que c'est vraiment important. C'est la question du statut coopératif, qui a été un choix qui a été fait par les fondateurs de la NEF, un peu comme une évidence. Enfin, en tout cas, dans les textes fondateurs, on voit que c'était quelque chose qui était important pour eux. Et effectivement, ça nous permet, je pense, de ne pas dévier de notre trajectoire. On a un projet qui est assez fort, avec des promesses très engageantes, très impliquantes. On pourrait se dire que sur un parcours de vie de l'entreprise de 35 ans, on aurait pu emprunter des chemins un peu détournés. Je trouve que le statut coopératif permet vraiment de maintenir une attention sur les fondements du projet parce qu'il y a un désintéressement quasiment total en fait de nos sociétaires. Ils sont quasiment assurés d'une seule chose, c'est qu'ils ne seront jamais riches avec leur part sociale et que donc ils peuvent se concentrer vraiment sur le cœur du projet, sur les orientations stratégiques. Tu parlais des critères pour choisir les projets à impact que vous financez, justement. Est-ce que dans des indicateurs là, que j'ai présentés pour Label Emmaüs, il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de ce que vous regardez pour les projets, ou est-ce que quel type de critères vous avez ?
En fait, nous, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est que le critère qui va être mis en avant, enfin, la problématique à laquelle répond l'entreprise, soit vraiment inscrite dans sa raison d'être. Que ce soit vraiment son objectif ultime, que ce ne soit pas un à côté, pour faire joli, entre guillemets. Si la structure a décidé de répondre à une problématique d'alimentation locale ou d'agriculture biologique, il faut que ce soit vraiment le cœur du projet qui soit mis en avant. Si c'est la question de l'insertion par l'activité économique également, il faut que ce soit au cœur du projet pour qu'on puisse y aller. Ensuite, on a essayé, et on est en train toujours de se questionner, de ne pas être trop strict en fait sur des méthodes. On aurait pu, à plein de reprises, on a réfléchi à ça, à mettre une méthode de scoring assez précise en disant bah, ok, c'est oui, c'est non sur cette question, c'est oui, c'est non, et on peut financer. Mais on a essayé quand même de rester, de donner un peu de responsabilité à nos banquiers itinérants qui sont vraiment les conseillers financiers qui vont au contact des clients professionnels pour choisir les projets. Et effectivement, d'un conseiller à l'autre, en fonction de son parcours de vie, de ses convictions, de ses croyances, on peut interpréter le projet NEF de manière un peu différente. Et voilà, on a souhaité quand même garder un petit peu cette souplesse-là. Donc, pas avoir une grille non plus trop contraignante. On a des grands secteurs d'activité dans lesquels on va intervenir. Je parlais de l'agriculture bio, des ENR, de l'insertion par l'activité économique, du logement social, le champ culturel, enfin voilà, tout un tas de secteurs qui sont relativement précis. Mais derrière, pour analyser sur la partie extra-financière, pour l'instant, on réserve plus à la relation humaine, à l'échange avec le porteur de projet, à la compréhension vraiment de est-ce que c'est sa raison d'être, est-ce que la finalité du projet est vraiment de répondre à cette problématique plus que mettre dans des cases, en tout cas pour le moment. Alors, en ce moment, vous êtes en train de faire une levée de fonds. Oui, tout à fait. Vous êtes à 13 millions. 16 millions. 16 millions. Ah, bah c'est bien, ça a monté depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et l'objectif, c'est d'atteindre 30, mais vous étiez donné 2 ans, je pense, pour y arriver, non? 3 ans en tout. 3 ans en tout. Et là, vous êtes en moins d'un an, vous êtes déjà à 16. On est déjà à 16 millions d'euros. L'objectif pour nous, c'est d'être indépendant. Je sais que ce n'est pas forcément simple à comprendre, mais le monde bancaire est un monde assez à part du point de vue des agréments. Il faut avoir des agréments de l'autorité de contrôle prudentiel, donc de la Banque de France. Et pour les petits établissements comme la NEF, l'agrément ne suffit pas. Il faut aussi être adossé, c'est-à-dire lié à d'autres groupes bancaires. En l'occurrence, nous, on est lié au Crédit Coopératif, qui lui-même est lié à BPCE. Donc, de sortir de cette logique d'adossement pour retrouver de la souveraineté dans tous nos choix stratégiques et pouvoir être la première banque éthique française indépendante, enfin, pour voler un peu de nos propres ailes. Et transparente. Et alors, moi, j'ai une question d'ailleurs que je ne t'ai jamais posée. Je me suis demandé comment on faisait pour être une banque transparente avec le secret bancaire. Eh bien, tous nos clients professionnels signent dans une clause du contrat de prêt une autorisation à ce qu'on publie les informations, quelques informations sur le financement qu'ils ont reçu, le nom du projet, le montant du prêt, la durée, la localisation et un petit descriptif. Donc, tout le monde va signer ça, hormis les clients particuliers, les quelques clients particuliers sur lesquels on aurait pu aller jusque-là, mais on trouvait que ça n'apportait pas grand-chose de donner leur identité, par exemple. On dit simplement qu'il y a un prêt particulier pour faire tel objet, pour financer tel objet, mais on ne donne pas forcément l'identité du client. Mais donc, voilà, c'est une condition, on va dire, à l'obtention du prêt, c'est qu'on puisse les afficher sur notre cartographie des projets ou directement sur notre liste des financements annuels. Ok. Et donc, malgré tous ces engagements, vous avez senti le besoin de faire une évaluation en empreinte carbone de votre activité. Moi, c'est vrai que ça m'a surpris parce que, bon, c'est tant mieux, mais quelquefois, c'est les plus vertueux qui poussent le plus loin le curseur de l'évaluation. Tant mieux. Je partirai un peu comme ce que tu as dit par rapport aux raisons qui ont poussé la Belle Emmaüs à faire ce travail-là. Effectivement, au départ, on se disait et on nous disait intuitivement d'avoir un impact social, écologique qui doit être plutôt bon. Et c'était suffisant, on va dire, dans les années 90, dans les années 2000. Mais au fur et à mesure que les phénomènes de greenwashing ont commencé à pointer leur nez, on nous a demandé bienveillante, mais des ONG, des partenaires, des clients, des sociétaires, d'essayer d'objectiver un petit peu ce qu'on avançait. La transparence, c'est très bien.
on finance que des projets dans l'écologie ou dans le domaine social, c'est très bien, mais il faut quand même arriver à donner quelques indicateurs chiffrés qui permettent vraiment de pouvoir vous comparer, de pouvoir confirmer ce que vous avancez de par vos promesses. Et on a choisi l'impact carbone, effectivement, comme premier indicateur. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au tout début. La difficulté avec le monde bancaire, c'est que c'est l'impact, quel qu'il soit, un carbone social de nos emprunteurs, donc de plus de 3500 entreprises. Et effectivement, avec l'indicateur carbone, l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de structures qui font leur bilan carbone. Que par code APE, par immatriculation, par grand petit à petit, on arrive à dégager voilà, quelle est l'intensité de carbone de notre portefeuille. Là où sur l'insertion, c'est beaucoup plus difficile. Il faudrait un travail quasiment ligne à ligne avec chacun de nos emprunteurs. Il faudra qu'on élargisse nos indicateurs. C'est indispensable. Il ne faut pas qu'on reste uniquement sur la dimension carbone. Mais on a commencé par ça parce que ça nous semblait le plus simple à faire. Et surtout, ça donne un indice de comparaison avec d'autres acteurs. Je parlais tout à l'heure du 4 tonnes 8. Pour la nef, c'est 1 tonne 2 avec la même méthodologie. Donc là, on peut déjà comparer en se disant qu'il est 4 fois moins émetteur que la moyenne des banques françaises. Bah oui, c'est déjà énorme. Comme indicateur, c'est peut-être plus difficile d'arriver à comparer si on ne parle pas de la même méthodologie. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Caroline, le mouvement Impact France, on est aussi adhérent du mouvement Impact France, Label Emmaüs. Et ces histoires d'évaluation, ça fait un petit moment que vous travaillez dessus, avec le fameux Impact Score, que vous essayez vraiment de pousser comme un référentiel pour demain, pour qu'on réussisse tout ce secteur aussi, avoir un peu un référentiel commun, parce que c'est un petit peu ça la problématique aussi. On a un peu chacun nos grilles d'évaluation. Donc, déjà, peut-être nous raconter un peu, c'est quoi le mouvement Impact France, c'est quoi un peu la vision, l'ambition pour les années qui viennent, et puis l'Impact Score, comment, déjà, qui l'utilise aujourd'hui, combien peut-être d'Impact Score il y a eu jusqu'à présent, et comment en faire un référentiel pour le secteur dans sa globalité. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Alors, effectivement, Impact France, ça réunit principalement les entrepreneurs à impact social écologique. Donc, en fait, ce dont tu parlais, ceux qui ont leur impact social écologique au cœur de leur modèle. Et donc, ils tournent l'ensemble de leur business model autour de la recherche, de la maximisation de cet impact. On réunit aussi les entreprises en transition, donc des entreprises qui vont chercher à avoir un impact positif, et qui se développe depuis notamment la loi Pacte, entreprise d'émission, Vicor, entreprise en phase de stratégie régénérative, non je rigole, entreprise de la bio, entreprise de commerce équitable, ou entreprise de l'ESS qui n'aurait pas l'impact au cœur, il y en a aussi évidemment. L'enjeu, c'est quoi et puis, c'est pour ça que du Move, on est passé à Impact France. C'était d'intégrer et de caractériser ce que c'est que l'impact, justement pour essayer de positionner qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'engagement à 360 qui vient de l'économie sociale et solidaire principalement, qui vient de ces pionniers et qui est en capacité aujourd'hui de se diffuser dans les nouveaux modes de fonctionnement des entreprises qui s'engagent. Et du coup, notre volonté, c'était de positionner, de caractériser l'impact et de positionner des indicateurs un peu clés, voire des objectifs associés à ces indicateurs pour pouvoir montrer ce que pouvait être l'impact à 360. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que dans votre rapport d'impact, on voit très bien, on ne peut pas voir mieux, ce que c'est que l'impact à 360. C'est-à-dire pourquoi... oui, et l'idée aussi, c'est de réconcilier des visions de l'impact qui sont différentes. Évidemment, on a une vision qui vient de l'économie sociale et solidaire et qui insiste sur le fait que ça soit en cœur de modèle, mais aussi que ça s'articule avec un partage de la valeur et un partage du pouvoir. On a aussi une vision qui vient de l'économie classique, qui essaie de la limitation de l'impact négatif et qui participe du coup, qui est complètement la stratégie carbone, par exemple. Et donc, l'enjeu au moment où Impact France s'est consolidé, c'était comment on pouvait réunir ces mondes qui pensaient un peu l'économie de demain, pour ne pas revenir sur notre
sur notre wording habituel, pour pouvoir donner une vision exigeante, ambitieuse de l'impact qui partent des entreprises les plus engagées, mais qui soient en capacité de se diffuser. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que tu lis effectivement ce que c'est qu'Impact France à l'Impact Score, parce que c'est tout à fait lié, en fait. On a même commencé à travailler l'Impact Score avant de devenir Impact France. Et on voit, je disais, on voit très bien par rapport à votre rapport d'impact, les 3 piliers de l'Impact Score, c'est d'abord la stratégie à impact positif au cœur de l'entreprise. Donc évidemment, toutes les entreprises, sauf si elles sont entreprises à impact, qui veulent avoir une stratégie à impact positif, ne l'ont pas positionnée au même endroit. Donc on a les entreprises à impact, c'est le cœur, c'est la BNEUS, et puis c'est plein d'autres entreprises à impact qu'on connaît, pour qui c'est premier et c'est leur premier enjeu de performance. Et donc là, dans l'Impact Score, on demande comment se positionne la recherche d'impact par rapport au business model. Est-ce que c'est premier? Est-ce que c'est à équilibre par rapport à la recherche de profit, de rentabilité? Ou est-ce que c'est secondaire pour que les entreprises puissent positionner honnêtement la manière dont elles voient cet impact? Évidemment, très concrètement, il y a aussi des indicateurs qui le révèlent. Par exemple, la place de l'innovation écologique et sociale dans le budget innovation globale. Dans une entreprise à impact, c'est 100%. Hein. Mais dans plein d'entreprises qui peuvent dire qu'elles font de l'impact positif, ça peut être 20%, ça peut être 1%. Donc c'est quand même intéressant de le voir, c'est assez significatif. Donc on a souhaité poser des questions qui en creux permettent de voir où en est la stratégie. Évidemment, il y a l'enjeu aussi des statuts, comment on inscrit ça dans sa raison d'être, ou dans ses statuts, dans sa mission, ou dans le cœur de ses statuts quand on peut être, par exemple, labellisé. Bon, c'est évidemment aussi révélateur. Donc, on a positionné ce faisceau d'indices sur les stratégies impact. Une des choses aussi qu'on a mises dans la stratégie impact, c'est l'écosystème. Et on voit très bien la BLMEUS, voilà, comme vous travaillez en écosystème, finalement, 100% impact, en fait, ça s'alimente. Et on voit comme les entreprises qui sont dans cette dynamique ou qui deviennent entreprises à impact font bouger leur écosystème. Hein. C'est vraiment hyper intéressant. Et leur impact, parfois, il est premier, mais aussi sur ce qu'ils font, mais aussi indirectement, c'est extrêmement fort. Donc ça, c'est sur la stratégie à impact positif. La deuxième chose qu'on regarde, c'est la stratégie de limitation de l'impact négatif. Et du coup, là, on voit aussi comment ça s'articule dans la BNEUS. Vous, votre stratégie à impact positif, elle est sur l'insertion. Donc ça se voit, et votre rapport d'impact est extrêmement abouti là-dessus. On voit comme vous avez les objectifs et comme ils sont suivis et qualifiés. Et puis sur les enjeux environnementaux, même s'ils sont seconds, quand même, quand tu parles de coûts évités, voilà, on voit, c'est clairement de l'impact positif pour l'ensemble de la société. Après, l'empreinte carbone, c'est après la limitation de nos impacts négatifs. Comme tu dis, ça, c'est le e-commerce sobre, le fait de ne pas faire du quick commerce, de recycler. Ça, c'est la limitation maximum de son impact négatif environnemental. Et c'est vrai que j'ai été marquée, il y a 3 ans, on en parlait. Je disais, bon, il faudrait essayer d'inciter les plus grosses entreprises de notre réseau à faire l'empreinte carbone. Et c'est toi qui m'as dit, mais on fait notre empreinte carbone. Oh, mais c'est très compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Je suis d'accord, en fait, ok, donc il faut vraiment qu'on le fasse tous. Et j'ai compris que c'était pas compliqué grâce à toi. Et puis après, comme tu dis, c'est toujours les plus engagés qui font les pas, alors que je m'étais fait embrigader par le discours ambiant que c'est trop compliqué. Bon, Oui, et sur ça, d'ailleurs, Laure me disait encore ce matin que donc c'est obligatoire de le faire à partir de 500 salariés, mais si tu ne le fais pas, c'est une amende de 10 000 euros. C'est tout, oui. Hein. Non, donc en fait, la plupart payent l'amende. Hein. De toute façon, il y a des articles qui sont sortis là, il y a 2 jours sur le scandale, et nous, on avait proposé un amendement pour rendre obligatoire, pour bénéficier des financements de la BPI, de faire son empreinte carbone. Et les députés à l'Assemblée, je vous envoie la vidéo, ont dit arrêtez, de toute façon, ils sont déjà 80% de ceux qui sont obligés de le faire à ne pas le faire, donc vous n'allez pas en plus obliger les autres.
Ah bah oui, partant de ce principe-là. Arrêtons de s'ennuyer, à poser des amendements à l'Assemblée, essayer de faire bouger les choses. Donc bon, passons. Mais effectivement, la cohérence de limiter son impact négatif quand on fait de l'impact positif, et effectivement, c'est vous et vraiment les plus pionniers qui l'avaient fait tellement naturellement. Je pense à toutes les entreprises d'insertion qui font le label RSEI de la FEI, enfin voilà, qui sont aussi sur ces dynamiques. Évidemment, notre enjeu là, c'est que les entreprises les plus inclusives n'oublient pas de regarder leurs enjeux écologiques, et les entreprises les plus écologiques n'oublient pas de regarder aussi leurs enjeux d'inclusion dans toute sa diversité, parce qu'évidemment, c'est avoir un impact négatif que d'embaucher que des jeunes garçons à Bac plus 5 nés dans le centre de Paris. Donc voilà, c'est... Oui, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais c'est le premier chiffre qu'on met en avant dans notre rapport. 62% de femmes dans l'équipe contre 17%, je crois, de femmes, non, dans le monde de la tech, quelque chose comme ça, en France. Exactement. On est en dessous de la moyenne européenne. Ouais. Et donc voilà, on voit la cohérence entre impact positif, lutte contre l'impact négatif. Bon, ça paraît presque évident, mais voilà, c'est les deux piliers sur lesquels on a fait l'impact score. Et puis le troisième pilier qui nous tient énormément à cœur, qui commence à redevenir un peu à la mode, mais pendant des années, on était un peu seuls entre nous à prêcher dans le désert, c'est partage de la valeur et du pouvoir. C'est comment la manière de faire entreprise, elle est cohérente avec la recherche de son impact. Et donc la manière d'intégrer dans sa gouvernance des parties prenantes diverses. Évidemment, les coopératives, vous êtes les premiers à avoir pensé la place notamment des salariés. Et puis là, on voit des acteurs ONG comme l'Affaire du siècle qui posent la question de la place de la nature dans les bords. Très intéressant. Donc, le fait d'avoir une diversité de parties prenantes, évidemment, ça fait une diversité d'acteurs qui prennent des décisions peut-être différentes que si uniquement les actionnaires sont représentés. Je prends cet exemple, je peux en prendre d'autres sur le partage du pouvoir, mais le partage de la valeur, évidemment. Bon, l'exemple caricatural, quand on a 180% de son bénéfice qui part à ses actionnaires, donc on emprunte en fait pour donner de l'argent à ses actionnaires. Bon, après, si on remplace les bouteilles en plastique par des gourdes à la cantine, c'est très sympathique, mais enfin, ça ne va pas faire changer grand-chose. Donc, c'est l'intérêt de montrer que tous ces items sont liés. Et alors, on l'a fait pour deux choses, pour positionner une vision, notre vision, mais aussi une vision partagée, parce qu'on allait aussi chercher des acteurs extérieurs, des réseaux extérieurs, des acteurs, enfin des CJ, des gens qui sont bien sûr dans ces dynamiques, des réflexions, mais qui étaient différents de nous pour positionner cette vision. Des acteurs entreprises différents. On a d'abord certains d'entre nous, mais après on est confronté à des entreprises plus classiques. Et puis des acteurs un peu institutionnels comme Sciences Po Paris avec qui on a fait des études. Et puis on a un comité de pilotage qui continue à faire changer et évoluer ces indicateurs en permanence. Parce qu'évidemment, la manière dont on pensait les enjeux environnementaux et sociaux, il y a 5 ans, elle a évolué. Tant mieux. Enfin, on est tous... on a pris, comme tu disais, l'empreinte carbone. On espère bientôt avoir aussi des outils pour voir mieux la biodiversité. Et on y arrive difficilement aujourd'hui. Donc, on essaye en même temps de s'actualiser au fur et à mesure et en même temps de participer aussi à cette actualisation. Donc, là où on s'agrandit de travailler sur la diversité, l'évaluation de la diversité de l'entreprise. Et la vision, en fait, c'est vraiment de pousser l'impact score comme un référentiel qui permettrait d'accéder ou pas, ou en tout cas selon un peu tes résultats, à des aides publiques, à de l'incitation fiscale en fonction de... C'est ça, un peu? Alors, la vision, c'est pouvoir se positionner, et donc que chaque entreprise soit en capacité de se positionner si elle a envie de développer une stratégie d'impact, de comprendre ce que c'est que l'impact, voir que ce n'est pas qu'un petit bout de la lorgnette, mais voilà, un dispositif global, et savoir où elle en est, évidemment en interne. Donc, tu sais combien de personnes l'ont fait. On a à peu près 3000 entreprises qui l'ont fait aujourd'hui. On a 792 entreprises qui l'ont fait en transparence, parce que l'idée de l'impact score, c'est la transparence vis-à-vis de ces parties prenantes, notamment ses consommateurs et ses salariés. Et puis évidemment, très important pour Impact France, qui souhaite vraiment développer un lobbying pour développer les entreprises à impact et encourager la transition de toutes les entreprises, c'est être en capacité
de pousser des politiques publiques qui regarderont le niveau d'engagement des entreprises. Nous, on propose ça, peut-être d'autres proposent autre chose à regarder, mais c'est notre proposition de ce qu'il faut regarder pour moduler les aides d'État aujourd'hui sur l'engagement des entreprises, ce qui nous paraît hyper important, et que chaque entreprise soit aussi soutenue à la hauteur de son niveau d'engagement, et parce que ça nous paraît juste, et parce que ça nous paraît aussi essentiel pour pouvoir développer ça réellement dans cette transition de l'économie, mais aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent le plus, les entreprises qui ont le plus d'impact social et écologique, on en a déjà parlé avec Maud, ben finalement, c'est celles qui sont, toutes choses étant égales par ailleurs, le moins aidées. Parce que qui ont le moins accès au financement, en tout cas, ça c'est clair. Le moins accès au financement, pas de fiscalité incitative, et finalement, les coûts qu'elles prennent en charge, socio-écologiques, c'est elles qui les prennent en charge, ils ne sont pas compensés. Et donc, c'est ça qui me paraît important, que puisse comme ça être réinventé avec des référentiels les plus justes possibles, une compétitivité écologique et sociale pour en finir avec la compétitivité passée sur le plus bas prix et la plus grande marge. Les choses réalisées dans les conditions les plus mauvaises le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Caroline. Bon, alors on n'y est pas tout à fait. Si la BPI ne demande même pas qu'on fasse son bilan carbone avant d'accéder à des financements, regardez le résultat, on n'y est pas encore tout à fait, mais on ne va pas lâcher l'affaire. Yannick, merci beaucoup d'être là. Tu vas nous parler de la Convention des entreprises pour le climat. Alors, je ne connaissais pas très bien jusqu'à ce qu'on se parle il y a quelques jours. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aimerais beaucoup que tu nous parles, comme tu m'as parlé, de la démarche d'accompagnement des entreprises que vous avez. Et puis, quel type d'entreprise vous accompagnez, à quels engagements elles aboutissent à la fin de ce parcours. Et même si c'est une démarche qui est encore jeune, quels premiers résultats de réel engagement vous pouvez déjà voir? Ouais, merci beaucoup. Alors, la Convention des entreprises pour le climat, c'est dans le nom, ça a été beaucoup inspiré par la Convention citoyenne pour le climat. On est un petit groupe, 6-7 personnes du monde de l'entreprise à s'être retrouvés. C'était à la fin d'été, à l'automne 2020, cette période où tout le monde est passé par du chômage partiel, du confinement, du Zoom avec tout le monde qui a coupé sa caméra et du coup, plus personne n'a envie de participer. Donc, c'est une belle invitation. Il y a aussi plein de startups de logiciels de bilan carbone et plein de choses qui sont nées. Et ça a un peu une explosion pré-cambrienne en deuxième semestre 2020 de projet. Nous, c'est un projet inspiré par la Convention citoyenne qui, dans son rapport, inscrivait une invitation au monde économique à prendre toute sa part en disant voici 149 propositions. Si le politique s'en empare pas et que les entreprises ne suivent pas, ça ne va pas marcher. Inspiré par ça, nous, on était un petit groupe de personnes qui avons tous vécu, chacun à notre façon, moi plutôt en start-up, Eric, le fondateur, par exemple, 23 ans chez Michelin et différentes autres choses, vécu la dissonance cognitive entre ce que l'entreprise dit en extérieur, ce qu'elle dit en intérieur, ce qu'elle fait vraiment et ce que ressentent les gens dans le quotidien de leur job. Ça se vit de plein de façons, plein de manifestations différentes. Et on s'est demandé à quoi ça ressemblerait si 150 patrons faisaient un exercice similaire à celui des citoyens. Pourquoi les patrons? Pas pour créer un club élitiste, mais parce que notre expérience nous a montré qu'on peut avoir la meilleure équipe RSE du monde, la plus compétente, la plus engagée. Si la personne en haut de la pyramide s'en fout, il n'y a rien qui va changer. Par contre, à l'inverse, si la personne qui est en haut de la pyramide, je répète pyramide parce qu'on reste dans un schéma d'organisation en entreprise très pyramidaux, ce qui est rassurant en termes d'efficience opérationnelle, on va dire, pour ceux qui lisent Frédéric Laloux, il y a besoin de lâcher prise pour se mettre dans des organisations plus libérées, on va dire. Moi-même, c'était une phobie quand j'étais dans le monde de start-up. Par contre, cette personne-là, elle n'est pas omnipotente. Par contre, c'est la personne qui est le plus à la confluence de tous les flux d'informations
et aussi de toutes les injonctions contradictoires quand on est dirigeant d'entreprise. On a quand même un sacré paquet de personnes, de parties prenantes à satisfaire, et quand ça ne va pas, c'est cette personne-là qui prend en premier. Et donc, c'est la personne qui est la mieux positionnée pour, si elle a pris le temps, et vraiment pris le temps de comprendre les enjeux, alors il y a un phénomène de permission qui peut apparaître. De permission aux entreprises, aux personnes qui ont envie de s'engager dans la boîte. Et ce qu'on observe aussi, c'est que quand il y a un phénomène de permission qui démarre, que les personnes en dessous, on va dire, disent « bah ouais, moi j'ai envie de m'engager » et se disent « ok, j'ai envie d'y aller avec toi, dirigeant. » Quand il s'agit de discussions avec les actionnaires aussi, c'est un rapport qui vient différent. Et donc, prendre le temps de comprendre quoi? Les limites planétaires. L'enjeu des limites planétaires, c'est de se dire que il y a le sujet carbone et les enjeux environnementaux en France et ailleurs, on y est surtout rentré à travers le prisme énergie-climat. En France, on a clairement Jean-Marc Jancovici à remercier pour ça, parce qu'il y a une prise de conscience qui est plus aiguisée que dans un certain nombre de pays en moyenne. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays en France où il y a 600 000 BD en 2 ans qui se vendent sur le sujet énergie-climat. Et du coup, ça fait un peu une myopie sur, c'est puissant parce que ça se quantifie et c'est précis et c'est une culture un peu ingénieure qui est assez française aussi, mais ça peut créer une myopie sur les autres problèmes. En fait, les limites planétaires, c'est un système de 9 contraintes qui régissent le fonctionnement du système Terre. Et plus on en dépasse de ces limites, plus on a de probabilité que l'ensemble s'effondre. Et on est sur de la systémie, pas un système linéaire où il y a un truc qui saute, on voit directement la conséquence. La systémie, c'est tout est connecté. Et donc les 9 limites planétaires, c'est le réchauffement climatique, c'est la biodiversité, c'est le cycle de l'eau. On commence à comprendre ce que ça veut dire, des nappes phréatiques vides. C'est le cycle de l'azote. Aux Pays-Bas, ils commencent sacrément à comprendre parce que les sols sont tellement saturés que le gouvernement, vous en avez peut-être entendu parler, a demandé la réduction des intrants d'1 tiers, ce qui veut mécaniquement pour eux dire une réduction d'1 tiers de la production. Quand en plus, il y a une crise de l'énergie qui fait que l'agriculture sous serre n'est plus rentable, les agriculteurs, ça font des mois qu'ils bloquent les autoroutes à la haie avec leurs tracteurs. Donc, aux Pays-Bas, ils vivent ça de façon assez violente. Et il y a aussi l'usage des sols, les objectifs zéro artificialisation nette dans la construction, par exemple. Donc, c'est un ensemble de limites. Et en fait, la systémie, c'est ça tient jusqu'à ce que ça ne tienne plus. Et ce que ça fait, c'est un peu cette tragédie la tragédie des horizons dans le monde de l'entreprise. On a du reporting financier à faire tous les trimestres, tous les ans, et on nous dit, et à un moment, ça va, c'est ce qui fait peur à des gens comme Aurélien Barraud, enfin plein de gens, moi compris, mais Aurélien Barraud, par exemple, le décrit particulièrement bien. Cette peur de l'effondrement, c'est lié à la notion de systémie. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a proposé de faire? On a recruté un collectif de 150 dirigeants d'entreprise avec un esprit similaire à la Convention citoyenne qui dit on veut que ce soit représentatif du territoire, on veut que ce soit représentatif de l'économie française, donc de la boîte de services IT start-up à un acteur de la filière viande, à un sidérurgiste, à de l'agroalimentaire, à construction, un peu tous les le plus représentatif possible de l'économie, et aussi difficultés de transition différentes. Parce que ce n'est pas la même chose de transitionner quand on est fournisseur d'énergie verte ou quand on est sidérurgiste. De rassembler ce collectif-là et de prendre avec les dirigeants, et c'était en binôme avec le rôle qu'on a appelé Planet Champion, qui était un peu la version qu'on espérait que pour tout le monde puisse devenir directeur, directrice RSE, notamment que ce soit quelqu'un en CODIR, que ce soit quelqu'un qui a un pouvoir d'action et de décision, pour leur faire vivre un parcours en 6 sessions de 2 jours, qui commence par le constat de ce que ça veut dire, les limites planétaires, dans toutes leurs facettes et dans toute la dureté du constat, une fois qu'on le consacre, pour ensuite comprendre, OK, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à quoi ça peut ressembler, des modèles d'affaires qui respectent, qui s'intègrent, qui rentrent à l'intérieur des limites planétaires. Disclaimer, c'est compliqué. Pour ensuite construire une feuille de route de transformation de leur entreprise à horizon 2030. Et l'engagement signé, c'était de produire cette feuille de route et autant que faire se peut, la rendre publique. Donc sur 150 entreprises participantes, on en a 85 dont la feuille de route de transformation est publique, elle est sur le site de la CEC. Et quand on prend ce temps
de vraiment rentrer dans le sujet, parce que 12 jours pleins d'un dirigeant d'entreprise, c'est énorme. Et c'était l'argument le plus difficile à faire passer au moment du recrutement. Mais une fois qu'on y était, il y en a qui ont passé 15, 20, 25 jours. Et donne-nous 2-3 exemples comme tu m'as donné. Parce que tu sais que j'ai vu Mustela, c'est passé le coup des lingettes, là, tu m'en avais parlé. C'est passé dans la presse. Je vais donner peut-être 2 exemples un peu iconiques. Et j'invite après à aller sur son site, parce qu'il y en a des tonnes des exemples. Mais ils sont iconiques de choix difficiles complètement assumés. Je vais commencer par un autre qui est Renault Trucks, qui, comme son nom ne l'indique pas, fait partie du groupe Volvo et pas Renault. Mais c'est 10 000 collaborateurs et 5 milliards de CA. C'est un beau bébé. Leur métier, c'est de produire des camions. Et après la CEC, quelques mois après, Christophe, le DG, on m'a envoyé une photo d'une couve d'un magazine de l'industrie du transport, avec lui, façon monsieur propre devant le camion. Avec la tagline « Il faut vendre moins de camions ». C'est un peu antinomique quand son business, c'est de vendre des camions. Mais le constat, c'était en fait, le camion fait partie du problème. Ça faisait des années que ses enfants lui disaient tous les soirs au dîner. Mais quand on regarde le truc, on se dit OK, les camions, ça pollue énormément. Ça use la route beaucoup plus vite que les voitures. 25% des camions roulent à vide. Le fret ferroviaire, par exemple, en France, c'est que 9% du fret versus une moyenne européenne de 18%. En fait, il y a plein de façons d'optimiser le truc, et aussi quand on se pose la question de la raison d'être de sa boîte. Est-ce que mon rôle, c'est de produire des camions, est-ce que c'est de aider à déplacer des marchandises d'un point A à un point B? Si on se dit c'est plutôt l'option 2, on peut élargir et se dire ok, je peux réfléchir au ferroviaire, je peux réfléchir au fluvial. Septembre, ils ont commencé à produire des vélos cargo électriques. Et on parlait d'écosystème tout à l'heure, on se met à réfléchir aussi en écosystème avec qui je peux coopérer pour que ces choses-là fonctionnent. Le deuxième exemple, Mustela, une marque que vous connaissez peut-être, c'est en général plus les femmes qui font comme ça. C'est les crèmes et les crèmes, les lingettes, tout ce qui tourne autour des nouveau-nés, même si depuis la CEC, je me lave avec du savon Mustela. Et il y a une catégorie de produits qui pose particulièrement de problème, les lingettes jetables. Hyper pratique, quand on a son enfant, on est dans le TGV ou dans Thalys ou je ne sais quoi, faut changer la couche. Sauf que la lingette jetable, ça fait des années qu'elles font de la R&D dessus, il n'y a pas de version compatible avec les limites planétaires. Donc, décision, 2027, Mustela arrête les lingettes jetables. C'est 20% de leur chiffre d'affaires. Déjà été dans une discussion avec des conseillers à Bercy qui, du coup, regardent Sophie en disant « Mais du coup, vous remplacez par quoi ?» Et sa réponse était « C'est pas la bonne question à poser. » La question, c'est que ce produit n'est pas compatible et il faut qu'on réinvente notre business. Je n'ai pas de réponse là tout de suite, mais avec notre équipe, on a cette réflexion de notre business doit être compatible limite planétaire. Ça fait peut-être une tension sur les euros aujourd'hui, mais ça protège les euros dans 20 ans. Et cette question de choix assumé, elle est vraiment critique parce que quelque part, quand on réfléchit à l'écosystème, il y a énormément d'acteurs dans l'écosystème de la transition du monde de l'entreprise. Impact France en est un, communauté des entreprises à mission, la CEC et tout un tas d'autres. Et il y a une question de chacun en complémentarité, quelle est la meilleure chose qu'on peut prouver, quelle est la meilleure façon qu'on peut avoir d'inspirer. Impact France, c'est quoi? C'est 10 000, c'est 15 000 entreprises aujourd'hui. Ça, c'est de la preuve de la conviction par le nombre. Nous, la CEC, ça a été 150 entreprises la première édition. Il y a des nouvelles éditions là. On sera à 500 entreprises en tout à la fin de 2023. On progresse assez lentement. La France, c'est 2 millions d'entreprises. Quand on dézoome à l'Europe. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre un temps significatif avec un nombre limité de boîtes, mais représentatif de secteurs pour dire, OK, jusqu'où peut-on aller? On n'a pas cherché à recruter des climato-sceptiques pour leur faire changer d'avis. Aucun n'a 12 jours à passer sur le sujet. Par contre, de prendre des boîtes engagées qui veulent s'engager, certaines, par exemple, Mustela était déjà Bicorp, et dire, OK, quand on va au fond du sujet, à quoi ça ressemble pour que ça soit une force de regarder, c'est possible. Si je pense à une entreprise qui a fait la CEC et dans Impact France, par exemple Redman, qui est sur la construction, l'immobilier, dire OK, notre objectif, c'est d'arrêter de construire. Ce qui est encore une fois un peu contradictoire. Et donc,
Nous, le cap, c'est l'économie régénérative qui permet d'aller au-delà de la réduction d'impact, au-delà du net zéro, qui est une vision flux et pas stock. Si j'arrête de couper des arbres en Amazonie, il y en a un certain nombre que je dois replanter, c'est d'aller dans du net positif et de régénérer les ressources naturelles. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Et on a besoin de... C'était Arnaud Leroy, le président de l'ADEME à l'époque, qui était dans le comité de garant avec Caroline, qui disait il nous faut des porte-étendards de la transition. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est super intéressant. Et puis c'est intéressant cet exemple de Mustela qui est Bicorp. Enfin voilà, donc le label, c'est une chose. Mais bon, finalement, on voit bien que si on veut aller vraiment sur quelque chose de structurel, on en arrive à des décisions comme arrêter les lingettes. Et ça, c'est pas être Bicorp qui fait arrêter les lingettes. Pas, voilà, il y a des étapes aussi dans l'engagement. Ouais, c'était super intéressant, merci beaucoup. Bon, bah, Angelina, tu vas clôturer ce tour de table. Merci. La très grosse entreprise mondiale, Accenture. Alors, j'ai regardé les chiffres et je me suis pas trompée, c'est ça, 700 000 personnes dans le monde, 700 000 salariés dans le monde, parce que j'ai fait un passage par Accenture avant Emmaüs, donc j'y étais 5 ans. À l'époque, on était 300 000, c'était déjà énorme. Mais là, c'est vrai que c'est colossal. Bon, alors du coup, moi, je voulais d'abord te demander sur la fondation Accenture, parce que c'est super intéressant. Il n'y a pas tant de fondations qui font du mécénat de compétences et surtout dans l'ampleur que peut le faire la fondation Accenture. Donc déjà, voilà, en savoir un petit peu plus sur vos actions. Quels sont les axes qui sont importants pour vous? Comment vous évaluez votre action aussi. Et puis, après, voilà, on va dézoomer un peu et regarder un peu Accenture, comment une boîte de la taille d'Accenture passe de l'étape fondation super engagée. Voilà, déjà, je voulais savoir si c'était à l'image de la fondation en France, les autres pays, comment ça se passait aussi ailleurs dans le monde, et puis comment on passe de l'étape fondation à l'étape structurelle dont on a pu parler aussi de l'engagement de l'entreprise, dans son business même. Tout à fait. Donc effectivement, 700 000 collaborateurs, et on a un petit ratio qui tourne aussi du nombre de collaborateurs qui ont été embauchés après notre propre embauche. Chose qu'il faut éviter de regarder quand tu restes plus de 2-3 ans. Je dois être à 99%, je pense. Donc oui, la fondation Accenture, elle existe depuis 25 ans en France. Donc, comme tu disais, dans chaque pays est déployée la stratégie sociétale d'Accenture, qui a pour objectif de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de rentrer dans l'éducation ou de trouver un emploi. Voilà. La colonne vertébrale derrière étant, et si la technologie peut aider et peut accélérer, tant mieux, on est là pour ça. Donc voilà, et en 10 ans, il y a à peu près en France 250 000 personnes qui en ont bénéficié, pas grâce uniquement, voire pas que à Accenture, mais surtout grâce aux associations, parce que le modèle, c'est vraiment de faire du conseil pour les associations, comme on peut en faire pour le label Emmaüs, ça s'appelle les transitions, pour les aider sur les mêmes thématiques qu'une entreprise classique, avec cette notion d'impact social et environnemental bien sûr derrière, à se transformer d'un point de vue digital, à se transformer d'un point de vue marketing, à se transformer d'un point de vue économique. Donc en fait, c'est les mêmes problématiques que des entreprises dites classiques, mais pour des associations. Donc ça, Accenture fait du mécénat de compétences comme ça depuis plus de 10 ans, d'où les 250 000 personnes qui ont été accompagnées vers l'éducation ou l'emploi. Donc c'est bien. Sur la question de la mesure d'impact, en fait, j'ai envie de dire oui, évidemment, il y a une mesure d'impact, mais il ne faut pas non plus trop en faire. C'est mon point de vue. En fait, Accenture, qui est pourtant une boîte de la tech, qui est drivée par la data, en fait, on choisit de ne pas faire de mesure d'impact chiffrée de toute notre politique fondation, quels que soient les pays. On considère que la confiance est très, très importante. Donc, évidemment, quand on rencontre un partenaire, typiquement la Emmaüs, on regarde les mesures d'impact, évidemment, qu'ils font. Et en fait, surtout à la fin de la mission qu'on peut faire, financière ou compétences, on demande à la belle Emmaüs, selon toi, Maude, qu'est-ce que notre mission a permis dans ton analyse d'impact que tu fais très bien, que tu as fait avec Kimso, que tu commandes parce que c'est ton métier, quelle est notre part, selon toi? Et en fait, c'est que du déclaratif par rapport aux analyses d'impact que les assos font déjà très bien et nous, on n'a pas de valeur ajoutée à le faire en plus. Donc ça, c'est important. Et je disais pas trop parce qu'en fait, si on regarde nous ce qu'on fait par rapport aux besoins des assos, allez, on va dire un besoin des assos sur 2, c'est une macro Excel, c'est mettre en place un CRM, du low-code, no-code, parce que passer d'un fichier Excel avec 5 bénéficiaires, 10 bénéficiaires, 20 000 bénévoles à 30 000 bénévoles, à 1 million de produits, là, la technologie, en fait, elle est obligatoire.
Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, du capacitaire. Et ça, je vous mets au défi de faire le lien entre on met en place un CRM et ça a permis d'aider 50 personnes à trouver un boulot. Hein. Donc là, on ne s'engage pas là-dedans. Et c'est dans ces cas-là où on demande à Maud, aux autres associations qu'on accompagne, OK, dis-nous, selon toi, le CRM qu'on a mis en place, ça t'a permis de faire quoi? Donc c'est pour ça que la confiance aussi est hyper importante. Parce que sinon, moi, dans mon deuxième exemple, on ne ferait pas de capacitaire. C'est impossible à évaluer. C'est aussi très important de ne pas être trop ayatollah aussi dans la mesure d'impact. Après, du coup, sur la notion de mais la fondation, en fait, objet philanthropique un peu classique, en fait, en France notamment, comment est-ce que ça influe ou pas? Alors, il y a quelques années, avec 2-3 collègues chez Accenture engagés, on avait mis en place un oignon. C'était très élaboré. Donc, il y avait la fondation sur un cercle concentrique extérieur, connecté à l'externe, qui fait du bien pour la société, qui engage les collaborateurs, c'est super. Cercle concentrique à l'intérieur, l'operating model, donc toutes les fonctions internes, comment est-ce qu'on opère notre business. Donc, on l'avait appliqué à Accenture, donc la direction achat, la direction RH, la direction des opérations, enfin tout ce que vous voulez, et le noyau, le cercle business, le modèle économique véritable, on va dire, de l'entreprise. Et en fait, souvent, on positionnait la fondation en cercle concentrique en disant que c'était un des éléments connectés à l'externe qui pouvait influencer les autres couches. En fait. Et ça, en fait, ça dépend vraiment des personnalités des personnes qui sont cercle, type fondation, engagement, mécénat, peu importe comment on les appelle, de vouloir ou pas influer derrière par rapport à ce qu'on constate en externe. Moi, on est quelques-uns à avoir la chance au quotidien d'interagir avec des acteurs de l'ESS, donc on est plus qu'inspirés. Mais comment est-ce qu'on le fait cascader en interne, quoi. Donc, du coup, ça se traduit par un programme qu'on a mis en place il y a quelques années sur, sur les fonctions internes. Si on veut recruter plus inclusif, ce serait bien de voir avec Mosaïque RH ce qu'on peut faire pour recruter, mais un peu différemment. Sur les achats, achats inclusifs, évidemment, voir tout le secteur des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées avec lesquelles on peut travailler. Donc voilà, c'est un peu percolé. Donc ça, c'est déjà plus de 10 ans, mais maintenant, ça devient vraiment, qui plus est, non pas toujours réglementaire, mais ça devient quand même la norme dans les entreprises que de réfléchir à minima sur ces questions-là. Donc là, on a un peu d'avance. Et après, quand on touche au cœur business, là c'est vraiment le plus sensible et en même temps le plus intéressant. Et donc, ce qu'on a fait, nous, côté fondation, il y a 6 ans, et je regarde Didier qui est dans la salle, on a monté une joint venture sociale. C'est-à-dire que la fondation est actionnaire d'une entreprise d'insertion adaptée sur les métiers du numérique. Donc, on est actionnaire avec une association qui s'appelle ARES, qui est majoritaire. Et l'objectif, c'est réinsérer des personnes socialement grâce au métier de la tech et en s'appuyant sur la deuxième jambe qui est un modèle économique pérenne. Donc de là, Accenture amène son expertise, tech, évidemment, marché, et peut aussi amener du business. C'est aussi le but, parce que c'est le business qui va driver l'impact social, comme dans le SS normal. Et là, du coup, c'était un vrai... L'objectif, c'est d'opérer un changement de mentalité, quoi. Clairement, on n'est pas en train de dire qu'on a révolutionné le monde de la tech inclusive, etc. Et d'ailleurs, moi et on est frustrés parce que au final, c'est que 220 personnes qui ont été accompagnées en 6 ans. Alors, sur le papier, quand on est à 700 000 collaborateurs, on me dit « t'es gentil avec tes 220 », on ne va pas dire que c'est un méga succès. Mais pour autant, c'est des personnes, qui plus est quand vous y allez avec un acteur associatif, qui sont très éloignées de l'emploi. Si même il n'y avait eu que 10 personnes, ça aurait été génial, parce que c'est des personnes qui, avant-hier, n'auraient pas eu de boulot et demain en ont. Et ça a permis un peu d'influer des réflexes dans le business, de dire « ah, là… même en devançant les besoins du client, parce qu'après, il y a les directions achats des clients qui demandent à ce que les répondants proposent des solutions inclusives, en disant, en fait, cette activité, plutôt que de la sous-traiter à mon centre Nantes, je peux tout à fait la sous-traiter à Access, c'est son nom, cette entreprise, et ça permettra à des gens de retrouver un job, et en plus de répondre peut-être aux besoins d'inclusion de mon client. Et là, c'est toute la subtilité du modèle, et moi, ma conviction personnelle profonde, c'est… que 220 personnes, soit, mais c'est quand même 220 destins. Et en fait, si cette petite graine en fait commence vraiment à pousser et que, je sais pas, moi, c'est un chiffre que moi, je me dis qu'il y a ne serait-ce qu'un demi-degré ou un demi% ou un demi-quart de pourcent du business d'Accenture ou même d'autres entreprises qui s'orientent et qui a cette logique-là, la puissance de frappe, pour le coup, est phénoménale. On va passer de 220 personnes à je sais pas combien. Mais c'est un parcours de longue haleine.
Et tout au quotidien, on est confronté à des collaborateurs pure business qui adorent le modèle, qui ont des étoiles dans les yeux, qui sont venus visiter les locaux, et qui adorent, machin. Et après, ils se retrouvent face à des personnes en face qui n'ont pas forcément, qui ont d'autres contraintes très fortes. Et c'est important de ne pas les faire culpabiliser, parce que l'objectif, c'est d'être performant économiquement, d'avoir les mêmes résultats, d'avoir la même marge, en prenant des personnes un peu moins performantes sur le papier. Donc, toute la notion de mesurer l'impact sociétal et environnemental et de le valoriser dans la valeur économique produite, c'est vraiment au cœur du tout. Parce que les personnes qui achètent en face, il faut aussi caser les mêmes KPI, comme on dit, indicateurs d'impact sociaux et environnementaux. Sinon, c'est un combat de très, très longue haleine, quand même. Bah, merci, c'était super intéressant. C'est vrai que moi, je connaissais bien le joint venture social d'Ares, notamment Login, il y en a pas mal d'autres. Je ne sais pas si vous connaissiez ce modèle-là, mais c'est... moi, j'y crois beaucoup aussi, à cette hybridation en fait, des modèles, de sortir du caritatif, de la philanthropie classique, et qu'on arrive à construire ensemble des chaînes de valeur, vraiment. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de créer de plus en plus de joint ventures sociaux. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre beaucoup de questions, parce que c'est vrai qu'on a été peut-être un peu long, mais si jamais il y en a quelques-unes, on est là. C'est parti. Ah oui, bon, je le répéterai. Ou sinon, ouais, ça va être, sinon le micro, je ne sais pas s'il va être assez long aussi. Ah, ok. Merci à tous déjà pour votre intervention. Donc une question à tous, peut-être plus particulièrement pour Caroline. Vous avez parlé de vision de l'impact, de la vision différentes visions que pouvaient avoir les acteurs privés, de intégrer l'impact vraiment au cœur du modèle, dans le changement de modèle, à ceux qui au contraire en font peut-être quelque chose de secondaire. Est-ce qu'il faut encourager quand même toutes les initiatives qui sont un peu secondaires, quitte à ce que ça passe parfois pour du greenwashing, et donc voilà, les entreprises, des petites actions, ils communiquent beaucoup. Est-ce qu'il faut quand même encourager ces actions-là parce que c'est mieux que rien? Ou faut-il plutôt l'éviter? Ah bah c'était pour Caroline, hein. Alors, c'est une très très bonne question qu'on se pose tous, je pense. Parce que notre volonté, tous, c'est bien sûr de faire grandir les entreprises à impact, qu'elles prennent plus de place dans l'économie. En même temps, on sait que ce ne sera pas 100% de l'économie de demain. Donc comment on fait pour faire transformer l'ensemble de l'économie? C'est aussi le sujet d'Yannick. Ce qui nous paraît hyper important, et c'est une des raisons pour laquelle on a créé un outil, c'est la transparence. C'est être en capacité de dire ce qu'on fait, mais justement. Et c'est pour ça que on a souhaité créer un outil, pas qui présente des indicateurs, mais qui présente un scoring pour essayer d'identifier où est-ce que j'en suis par rapport à des objectifs qui pourraient être partagés. Aujourd'hui, une entreprise qui fait de l'inclusion, de l'insertion, on le souhaite tous. Et on pense que c'est important. Après, avoir en tête le pourcentage des personnes qui sont éloignées de l'emploi en France dans la population active et être en capacité de se positionner, de se dire, bah, il y a 8%, et moi, chez moi, il y a 0,8%, c'est super, mais si je veux vraiment être une entreprise juste, il y a quand même une petite marge. Et être en capacité donc d'analyser là où on est et de le présenter en transparence, c'est une des choses qui nous paraît le plus importante. Donc, tout le monde n'est pas une entreprise à impact. Tout le monde n'est pas une entreprise qui a son impact social et écologique au cœur de son modèle. Donc, il y a un enjeu de montrer que les entreprises à impact, elles articulent autour du fait d'avoir leur impact social et écologique au cœur de leur modèle, le partage de la valeur, le partage du pouvoir, la limitation de leur impact négatif. C'est exigeant. Mais après, toutes les entreprises peuvent avoir une stratégie d'impact positive et on pense que c'est super pourvu qu'elles soient en capacité d'expliciter leur trajectoire et de le présenter en transparence. Et bon, aujourd'hui, les gens qui sont réellement transparents, pour être honnête, c'est les gens hyper engagés. Hein, on connaît Veja, la transparence de Veja qui dit voilà ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais pas faire. On connaît la transparence de nous. Enfin, voilà, on sait qu'aujourd'hui, le marketing anti-greenwashing, c'est-à-dire qui dit ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, il est principalement des acteurs les plus engagés. Je pense que aussi pas mal d'entreprises qui sont allées à la Convention des entreprises pour le climat, hyper sincèrement engagées, sont en capacité de dire je suis en capacité d'aller là, mais ça je ne peux pas le faire. Enfin voilà. Donc
la difficulté aussi, c'est qu'on a toute une partie du greenwashing qui est sur des entreprises qui n'ont pas travaillé vraiment profondément la question et qui peuvent parfois être honnêtement convaincus que, bon, un exemple un peu bête, mais remplacer les bouteilles en plastique par les cours à la cantine, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, c'est génial. Donc, notre enjeu à nous tous, c'est d'accompagner le fait qu'il y ait de la transparence et du coup la compréhension du niveau des enjeux, que tout le monde soit au même niveau. Et c'est pour ça qu'on crée des référentiels, c'est pas pour emmerder tout le monde, pour dire allez, on soit encore une usine à gaz et tout. C'est pour essayer d'avoir des bases communes. Mais c'est pas facile parce qu'il y en a 80 milliards de référentiels et tout, donc c'est un travail un peu en ce moment de repositionnement collectif pour essayer d'avoir une vision partagée. Et c'est un travail compliqué. J'aurais peut-être envie d'ajouter deux choses là-dessus, sur est-ce qu'il faut laisser des choses qui s'apparentent à du greenwashing être dites, être faites. Première chose, parfois, je pense que ça peut avoir énormément de valeur en dézoomant beaucoup de laisser quelqu'un dire une énorme connerie. CF, le coach du PSG, et les chars à voile. Le nombre de clubs sportifs ou d'autres sports derrière qui ont dit regardez, nous on fait ça, etc. Il me semble que depuis, le PSG sont engagés dans des discussions pour prendre le train. Ce qu'il n'aurait pas fait si Christophe Galtier n'avait pas dit de conneries. Et la deuxième chose, je pense que ce qui nous unit tous dans ce qu'on fait, c'est la conscience du fait que peut-être l'enjeu macro dans tout ça, c'est celui d'un changement culturel. Et ce que j'entends par changement culturel, c'est un changement de logiciel, une prise de conscience que l'imbrication, c'est d'abord une planète en bonne santé, permet des humains en bonne santé, qui permettent une économie en bonne santé. Pour faire du Janco, l'argent, ça ne se mange pas. Et si c'est une question d'éducation qui va du plus jeune âge au plus vieux, et c'est en ça que c'est culturel et de société, mais à partir du moment où on arrive à faire ce changement de logiciel-là, en fait, le greenwashing, il est juste plus audible. Donc, on y arrivera vraiment ce jour-là, qui est lointain, mais du coup, on a besoin de pionniers. Et je voulais juste rajouter quelque chose sur les pouvoirs publics. Le rôle des pouvoirs publics sur le greenwashing, il est vraiment très important. Aujourd'hui, il ne joue pas son rôle, vraiment pas. Donc, nous, on a fait collectivement une action pour la loi climat pour pénaliser le greenwashing. Il est pénalisé. Bon, il n'y a pas eu encore beaucoup d'amendes apparemment, mais c'est pénalisé. Et il y a un enjeu de savoir qui on aide. Donc aujourd'hui, encore une fois, les entreprises à impact social et écologique, elles sont peu, voire pas aidées. Donc, et notamment notre combat avec Maud sur le fait que, bon, apparemment, la French Tech, il y a des startups qui sont pas mal aidées. Donc nous, nos entreprises à impact, on pouvait avoir à peu près la même chose. Et ça, c'est un travail vraiment fondamental de dire, il faut aider les entreprises à impact. 2, il faut moduler les aides pour toutes les entreprises suivant leur niveau d'engagement. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Enfin, ça fait 5 ans qu'on est dessus, on a encore vraiment un chemin, mais sans les pouvoirs publics, ça sera quand même compliqué. Didier, tu avais une question. Alors, attends, on va te passer le micro. Hop là. Non, je voudrais juste revenir sur les mesures d'impact. Il y a une mesure d'impact, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le Social Return on Investment. C'est-à-dire que vous parliez de l'accès à des financements pour que ces financiers, qu'ils soient publics, privés, veuillent mettre un certain nombre d'euros de subventions, de parts de coopératives ou de prêts, de titres participatifs. C'est important qu'ils aient l'impression, et plus que l'impression, que ces euros investis vont avoir un impact social, puisqu'en général, ces investisseurs-là ne recherchent pas un retour financier pur, mais ils recherchent justement un impact social. Et donc, c'est souvent intéressant de faire le rapport entre l'argent investi et l'impact social. Et donc, je sais qu'un certain nombre d'universités, de recherches sont dans ce thème-là. Donc, je serais curieux de savoir pour toi, chez Label Emmaüs ou pour la Nef, comment vous pensez mettre en évidence cet impact social ramené à l'investissement ou à la subvention. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est pas quelque chose qu'on a fait jusqu'à présent, nous. Faut dire qu'on est quand même juste à notre première levée de fonds, finalement.
On vient de boucler une levée de fonds à 1,4 million, qui reste une petite levée de fonds dans le monde des levées de fonds, mais on est quand même super fiers parce que pour les coopératives, c'est pas si souvent que ça arrive. Et je remercie la Banque des Territoires, France Active et Inco parce que j'ai envie de les citer. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde de l'investissement à impact qui bouge sur les coopératives. Donc voilà, j'espère que les lignes vont bouger pour d'autres coopératives par la suite. Mais c'est vrai que c'est une bonne question et effectivement, il faut qu'on se note pour notre prochain rapport impact de mettre en relation cette levée de fonds avec, parce que très clairement, nous, on a levé des fonds avec l'objectif d'impact en face. Donc, on a un engagement de 5000 personnes formées en 5 ans, de X produits réemployés, etc. Donc, il y a aussi des taux d'intérêt, évidemment. Mais nous, les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont en impact. Donc, merci pour cette proposition. Je ne sais pas si toi, vous le faites à la nef, de ramener vraiment l'argent. Disons que maintenant qu'on a un chiffre d'impact carbone qui est très limité et qui mesure qu'une petite partie, une petite proportion de l'impact, effectivement, un investisseur institutionnel peut savoir si je mets 1 million, voilà l'impact, l'intensité carbone que ça va avoir de l'autre côté. Par contre, sur cette question du rapport avec les pouvoirs publics, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'était plutôt dans l'autre sens, en fait, que nous, on a pu le constater. On a financé de plus en plus de collectivités sur des projets engagés soit dans l'éducation, soit dans la petite enfance, soit sur des projets écologiques, donc des villes, des communes, des départements. Et très progressivement, en fait, quasiment toutes les collectivités avec lesquelles on travaille, dans leur appel d'offres pour choisir le partenaire bancaire, nous demandent justement de répondre à un certain nombre de critères d'impact et de gestion responsable de l'argent pour pouvoir faire leur choix de l'établissement bancaire avec lequel elles vont travailler. Donc c'est le cas de la mairie de Bordeaux, de la ville de Lyon, beaucoup de mairies écolo quand même, mais d'autres communes qui sont étiquetées d'autres étiquettes politiques qui traduisent cette demande-là plutôt dans le sens inverse, à dire ok, pour choisir le partenaire bancaire avec lequel je veux travailler, c'est pas qu'une question de taux, c'est aussi une question d'engagement et de responsabilité autour de l'argent. Et il y a des critères de plus en plus sophistiqués qui sont présentés, et je trouve ça très très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? On ne peut pas poser de questions en ligne, en fait, à distance. Il n'y a pas cette fonctionnalité sur LinkedIn. Si. Aline, c'est parti. Une dernière pour la route. Donc, c'est plutôt pour Yannick, mais encore une fois, tout le monde est le bienvenu pour répondre. Déjà, merci pour votre action parce que je trouve qu'elle est incroyable de montrer qu'un CEO, c'est quelqu'un qui peut ne pas se préoccuper que du bien-être économique de son entreprise, mais avoir d'autres principes. Et juste pour ça, je trouve ça super. Comment impliquer les autres CEO? Voilà. Quel moyen d'action? Nous, vous, qui, comment? Si je commence par le tout petit périmètre de la CEC, elle se démultiplie. Là, il y a 6 CEC qui sont en cours, 5 dans les territoires et 1 pour l'industrie du conseil, les métiers du consulting. En octobre, il y aura 3 nouveaux territoires et une CEC du monde financier. Ensuite, il y aura d'autres territoires, on réfléchit à d'autres thématiques, mais in fine, notre démultiplication est lente eu égard au fait qu'il y a 2 millions d'entreprises en France, donc 2 millions de chefs et chefs d'entreprises. Nous, notre fonction, c'est celle porte-étendard. C'est ce que je disais. La fonction du mouvement Impact France, je ne sais pas si je peux me permettre ma compréhension du mouvement Impact France, c'est d'embarquer largement des dirigeants d'entreprise qui ont besoin de se mettre en mouvement, d'être dans une communauté de gens qui partagent les valeurs. Et la question, je pense, aucun de nous n'arrivera à parler à tous les dirigeants d'entreprise, ne serait-ce que France, parce que
Il faut avoir en tête que 90% de la norme, et là on parle puissance publique environnementale qui s'applique aux entreprises, vient de Bruxelles. Donc, dans énormément de discussions, les entreprises, tous les CEO bougeront le jour où la norme bouge. Quand on va voir les cabinets ministériels, les députés en France se disent oui, je ne sais pas si vous connaissez le principe du triangle de l'inaction, c'est pas moi, c'est l'autre. Dire Bruxelles et à Bruxelles, on peut dire oui, mais la Chine et les US. Donc en fait, il y a une question de tipping point. Je crois que c'était Extinction Rebellion qui, sur son site, à un moment, je ne sais pas s'ils mettent toujours, dit c'est 3,5% de la population. Le point de bascule. Qui permet d'enclencher le mouvement de bascule. Donc, si à travers la combinaison de tous les mouvements de dirigeants d'entreprise engagés, on arrive à 3,5%, peut-être que ce sera ça. Donc 3,5% des CEO, on a dit qu'il y a 2 millions d'entreprises. Et après, il y a quand même un truc à se dire, c'est que d'avoir 70 000, 80 000, il nous faut 80 000 entreprises. Oui et non, au sens où tu peux avoir 1 million de TPE, PME qui se bougent et 0 du CAC 40 et tu n'auras pas fait le job. Oui. Tu as 5... tu me disais qu'il n'y avait personne du CAC 40 d'ailleurs pour l'instant dans la Convention entreprise sur le climat. Okay. Pas pour l'instant. On va dire techniquement, avoir des CEO du CAC 40 qui passent 12 jours pleins, il y a un côté volonté, il y a aussi un côté mécanique. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'engager le DG France d'Accenture dans un truc pendant 12 jours. Et aussi, le CAC 40, la première CEC, c'était en tout de toutes les boîtes ensemble, 250 000 collaborateurs, 50 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait une boîte du CAC 40. Donc, il y a une réflexion ad hoc à avoir, mais qui doit prendre significativement plus de temps que ce qui serait prêt à investir de base. Mais tu as 5 CEO du CAC 40 et là, tu as un point de bascule. On a des boîtes en France qui sont sur des métiers plutôt porteurs pour ces thématiques. Veolia, je pense qu'on va beaucoup parler d'eux avec les sécheresses qui vont s'enchaîner, par exemple. C'est une opportunité. AXA, qui a créé AXA Climate pour la sensibilisation. Henri de Castries disait en 2015, un monde à 4 degrés n'est pas plus 4 degrés n'est pas assurable. Donc, ils sont en train de protéger leurs propres intérêts économiques. Finalement, 12 jours de formation gratos pour sauver son business, c'est peut-être pas si cher payé. J'avais demandé à un collègue de la CEC du boîte du CAC 40, c'est quoi le maximum de temps consécutif que tu as vu ton CEO passer sur un sujet? C'était 3 jours consécutifs sur Customer Centricity. Si tu as 3 jours à passer sur Customer Centricity, tu peux passer 3 jours sur garder des conditions vivables pour l'humanité sur notre planète. Oui. C'est une très belle conclusion. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci pour les questions, c'était super intéressant. Merci pour ceux qui nous ont suivis à distance. Merci à vous tous et tous d'avoir été là.